Merci d'être venu dans cette magnifique salle. On peut encore accueillir un petit peu de monde. Je vous remercie beaucoup de participer à cette table ronde. Vous allez voir qu'on a des experts dans le domaine de l'évaluation du risque fournisseur. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle François Samarque, je suis le responsable des ventes de Cybervadis. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont eu l'occasion de voir le dernier rapport Verizon. Il y a quelqu'un? Oui. Ouais. Vous m'entendez mieux là? Bon, je crie pas. Ce dernier rapport Verizon, il est sorti il y a une quinzaine de jours. Je crois qu'il portait sur 24 000 breaches recensés par Verizon. 62% des breaches venaient d'un tiers. C'est énorme. C'est énorme. Alors effectivement, on a eu l'impact de SolarWinds l'an dernier qui modifie peut-être un peu la statistique, mais ça n'empêche qu'on a un trend de fond sur cette responsabilité-là. Donc l'objet de notre table ronde aujourd'hui, c'est de parler de ça et de faire surtout parler les experts dans ce domaine-là. Je vais peut-être demander à Jérôme d'introduire le sujet, et puis ensuite, je pense que le plus simple, c'est de faire le tour des participants. Très bien. Merci François. Je ne sais pas si oui, ça y est, ça marche. Donc bonjour à tous, moi je suis Jérôme Billois, je suis un des associés du cabinet Wavestone sur les volets de la cybersécurité. Je vais un peu intervenir à double titre, à la fois sur la vision qu'on a de ce qui se passe dans les grandes entreprises sur ce sujet, et puis aussi nous, en tant que fournisseurs, très régulièrement évalués, très lourdement évalués par nos clients aussi, et la manière dont on vit un peu cette situation au quotidien. Et donc pour commencer, je voulais juste vous partager les chiffres de la réalité du terrain côté défense. François évoquait le côté attaque à l'instant. Donc on maintient un benchmark de plus de 75 grandes entreprises, plutôt des grands comptes, et on mesure leur maturité sur le référentiel NIST que vous connaissez bien. Et ça nous permet d'avoir justement des détails sur la partie gestion du risque des tiers. Et je peux vous donner 3 chiffres. On a aujourd'hui un processus d'inventaire des fournisseurs qui est à 51% des entreprises dans le benchmark, donc à peine plus que la moitié. Et en vrai, c'est très souvent parce que les achats maintiennent eux-mêmes ce processus d'inventaire des fournisseurs. On a sur la politique de sécurité relative aux fournisseurs, donc le fait d'avoir justement des règles à transmettre à ces différents fournisseurs, on a une maturité uniquement de 45% des entreprises qui l'ont mis en œuvre. Et on clôt la marche avec les audits des fournisseurs, où on n'est qu'à 31% des entreprises, avec comme frein majeur, et je pense qu'on va revenir dessus ensuite, justement la difficulté à auditer tous ces fournisseurs face au volume qu'il y a de fournisseurs. Donc voilà, pour un peu l'état du marché, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire, et je pense qu'on va parler de comment on y arrive tous ensemble. Bonjour, donc Estelle Joly, moi je travaille pour Cybervadis et j'ajouterai un chiffre au chiffre que Jérôme vient d'énoncer, qui est 65%, c'est donc le pourcentage de data breach qui sont liés à une breach ou un incident sur la supply chain. Bonjour, on va continuer le tour de table. Je suis Jean-Yves Poichotte, directeur de la cybersécurité du groupe Sanofi. Laurent. Bonjour, je suis Laurent Hamsel, je suis le RSSI du groupe Carrefour. Bonjour, je suis Natina Talien et donc je suis le Chief Security Officer pour Arkema. Et donc je vais j'en prie tout d'abord m'excuse mon français parce que je suis naturalisée française, mais je vais faire mon meilleur effort pour parler à vous aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, on va commencer par l'approche. Quelle peut être notre approche? Le premier constat, Jérôme le disait, c'est qu'on a un nombre immense de fournisseurs. Comment pouvoir les assesser? Lesquels choisir? Comment déterminer des priorités? Jean-Yves, peut-être tu peux nous renseigner là-dessus? Oui, quelques mots. Et je vais m'assurer d'être très pragmatique. L'intérêt pour nous, c'est de partir avec soit des idées d'action, soit une perspective de tâches. Les fournisseurs, en général, dans toutes nos entreprises, c'est géré par les achats. Donc, je ne dis pas que c'est facile à trouver, mais si ce n'est pas facile à trouver, interrogez votre directeur achat et demandez-lui ce qu'il fait, parce qu'il est responsable des fournisseurs et il doit être responsable de tous les fournisseurs du groupe, même si la fonction achat n'est pas centralisée. Attention à ne pas oublier les partenaires. Qui sont les partenaires? Ce sont
des entreprises qui travaillent avec votre entreprise, mais qui ne passent pas par les achats, parce qu'il n'y a pas de contrat d'achat, il n'y a pas de commande. Ce sont des entités qui partenarisent avec vous sans contrat, sans commande, parce qu'il peut y avoir, par exemple, un échange de services ou parce que c'est gratuit. Ça peut être une administration, ça peut être autre chose. Ne pas les oublier, parce qu'ils présentent des risques également. Ensuite, chez nous, on a 50 000 fournisseurs, c'est beaucoup trop. On a probablement une dizaine de milliers de partenaires, mais on ne les connaît pas. On ne va pas évaluer tout le monde. On va évaluer ceux qui présentent un risque cyber pour Sanofi. Le premier écho que j'ai eu chez Sanofi, c'est dit, t'as qu'à évaluer les fournisseurs du digital, de l'IT, c'est eux. Ben non, c'est pas eux. C'est pas eux, déjà parce qu'on n'en a que 2000 des fournisseurs digitales sur les 50 000. Donc même si c'était tous eux, ça ne ferait pas beaucoup. Mais parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui délivrent pour vos entreprises un service vital pour votre entreprise et qui, pour délivrer ce service, ont un besoin tout aussi vital de leur informatique. Alors je vais vous donner un exemple tout simple pour vous permettre de comprendre ce qu'est un fournisseur vital qui ne soit pas IT. Quand vous distribuez des médicaments à des pharmacies ou à des hôpitaux, vous devez tracer le médicament à la sortie du stock et le médicament à l'arrivée de la pharmacie, parce que si par malheur il y a un problème sur le médicament, vous devez être capable de rapatrier, de bloquer les ventes et de rapatrier. Ça existe dans d'autres activités. Est-ce que la société de transport qui fait les navettes entre nos stocks et les pharmacies est une fonction vitale? Les achats nous ont répondu et le métier nous a dit non, ils ont des camions, s'ils n'ont pas de camion, ils en prennent un autre. Le problème, c'est que pour pouvoir délivrer, il faut donc tracer. Ça, c'est de l'informatique qui appartient exclusivement à la société avec laquelle on a signé, parce que le concurrent a aussi de l'informatique, mais il n'a pas les bases de données pour tracer. Donc la société qui n'était pas vitale, elle s'est fait un jour tapée par un ransomware, elle n'a pas pu avoir son informatique pendant 3 semaines, et nous, on n'a pas eu de livraison de médicaments pendant 3 semaines. Tous les camions étaient bien sur nos parkings, mais on ne pouvait pas les utiliser. Voilà ce qu'il faut expliquer à vos métiers. Ce n'est pas de l'informatique, c'est leur informatique. Est-ce que l'entité qui va tondre la pelouse chez vous est vitale? Je pense que non, parce qu'il peut utiliser sa tondeuse sans informatique. Il ne pourra pas être payé, il ne pourra pas payer ses salariés, mais ça, on s'en fout. Dans l'activité de vos entreprises, ce n'est pas le sujet. Par contre, celle qui fait la livraison avec ces petites navettes, elle est critique, mais il y en a plein d'autres. Pensez à cet exemple parce qu'il est significatif d'une mécompréhension de qui il faut évaluer. Merci Jean-Yves. Moi, je vais compléter sur la façon d'attraper les fournisseurs au sens d'être sûr de tous les capter. Je pense qu'il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de mettre l'évaluation des fournisseurs au niveau de l'équipe cybersécurité. Puisqu'il y a un certain nombre de projets qui vont être menés, on le sait malheureusement, sans que les équipes cybersécurité soient impliquées dans le processus. Je pense que la bonne parade, tu as parlé des achats, je pense que c'est effectivement le bon endroit où placer une évaluation. Après, ça pose la question de la relecture des réponses au questionnaire. Les acheteurs ne sont pas toujours forcément les plus pertinents et les plus aptes à évaluer l'impact d'une conformité partielle ou d'une non-conformité à une ligne dans un questionnaire. Donc, je pense que c'est un travail conjoint, d'abord de formation des achats avec des... alors, on parlera, je pense, plus tard dans cette table ronde du moyen d'évaluer. Est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est un plan d'assurance sécurité? Est-ce que c'est un outil du marché? Mais il y a une question de formation, je pense, des achats sur les clauses qui sont non négociables et les clauses sur lesquelles on peut admettre une non-conformité. Ça va bien sûr dépendre des sujets, ça va dépendre des projets. On n'évalue pas de la même façon un fournisseur en SaaS d'un fournisseur de produits logiciels. Puis après, le deuxième point que je voudrais aborder, on parle d'évaluation, ce qui peut laisser entendre choix du fournisseur. Est-ce que l'évaluation, c'est juste ce qui va nous permettre de choisir ou d'écarter un fournisseur? Ma réponse, c'est non. L'évaluation, je pense, en tout cas pour moi, pour nous, chez Carrefour, c'est avant tout aller chercher un engagement du fournisseur. Ce n'est pas simplement à T0 décider qui a le niveau de sécurité attendu ou pas attendu. C'est aussi
nouer une sorte de partenariat avec le fournisseur pour, sur la durée, s'assurer qu'il va nous accompagner, qu'il va voilà, typiquement proposer les bons patchs quand il a des vulnérabilités dans ses logiciels, assurer le bon niveau de supervision quand c'est lui qui exploite, je pense, au fournisseur en SaaS. Donc il y a évaluation et engagement qui me semble important dans ce périmètre. Et moi, je vais vous expliquer comment vous engagez avec votre fournisseur tout d'abord. En fait, pour nous, si c'est une application, un nouveau fournisseur, un vendeur chez vous, c'est tout d'abord voir si c'est un appel d'offres ou c'était juste quelqu'un de procurement qui proposait parce que quelqu'un voulait mettre en place, etc. Donc, nous, on a fait un short survey, en fait, de 12 questions. C'est prend maximum 20 minutes pour le fournisseur tout d'abord pour répondre à ces questions-là, pour regarder s'il doit faire un process de CyberVadis. S'il doit faire le process de cyber, ça, c'est me donner l'information. Si avoir, par exemple, un SOC 2 type 2, ça remplace le process de CyberVadis pour nous chez Arkema. Parce que ça, c'est 445 standards, it's backed by la AICPA, avec un audit externe qui est approuvé. Et un ISO 27001 avec 114 standards, c'était juste renouvelé en février 2022. Ça, non. Parce que CyberVadis, il est déjà regardé, je crois, 60% de les revues de CyberVadis, c'est sur le ISO 27001 en Inducas. Donc, pour nous, le SOC du Type 2 remplace le process. Donc, cette short survey-là indique qui ont fait à le début, à le process de procurement, ça, c'est mes fournisseurs, ils doivent avancer dans un process d'évaluation ou pas. Chaque SaaS service provider qui entre dans votre entreprise, vous devez comprendre bien la relation systématique de votre information et votre données. Ça, c'est la première chose. Et si vous ne comprenez pas, elle ne peut pas être un partenaire de vous. Parce que comme Jean-Yves bien expliqué tout à l'heure, ce n'est pas juste le partenaire que vous évaluez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous doivent faire côté CyberVadis qui doivent vérifier cette partenaire. C'est aussi le partenaire de eux. Parce que chaque partenaire nous, on a une AB relation avec notre fournisseur. Mais eux, avoir les autres partenaires de eux qui avoir une relation avec eux, qui avoir aussi un porte chez nous. Donc, c'est pour ça, juste pour faire la chose de CyberVadis et aussi pour bien faire les choses côté, pour comprendre bien la relation. Ça, c'est griffer la surface. Mais bon, on va bien juste comprendre, know your customer. Comprendre bien qu'est-ce qu'il touche et à comment il va, qu'est-ce qu'il va faire avec votre information. Il va supprimer, il va faire le storage, etc. Donc, nous, après, on commence le process de CyberVadis. On a déjà fait le RFP, le Request for Proposal, pendant l'appel d'offres. On est avancé dans le CyberVadis. Après ça, on commence pour parler avec notre équipe d'infrastructure architecte, groupe des architectes pour regarder s'il y a des questions additionnelles. Parce que nous, on explore le CyberVadis, le tableau de bord pour le scoring. Mais au-dessus de ça, il y a peut-être un mauvais note, un mauvais marque qui peut-être il voulait poser plus de questions pour comprendre mieux la relation avec nous. Et donc, ça, c'est notre process à le début pour engager un nouveau fournisseur chez Arkema. Peut-être justement pour généraliser un peu les exemples qui viennent d'être donnés, souvent ce qu'on va voir, c'est effectivement il y a des dizaines de milliers de fournisseurs, on ne sait pas trop par quel morceau attaquer, et c'est clair qu'il faut arriver à les couper en familles de fournisseurs auxquels on va avoir des traitements qui sont différents. La question, c'est quels sont les critères. Et quand on commence à causer avec les achats, le critère numéro 1, c'est le chiffre d'affaires ou le montant des contrats. Et ça, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que derrière, il peut y avoir des contrats énormes mais qui ont un impact cyber très faible et inversement. Donc souvent, on va rajouter des critères additionnels qui sont les critères ultra classiques de la cybersécurité, les fameux DIC que vous connaissez tous, je pense, c'est la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité. Donc on regarde l'enjeu de disponibilité des services fournis par le fournisseur, exactement ce que disait Jean-Yves, mais pas juste sous l'angle les services qui fournissent numériquement, mais aussi le service qu'ils fournissent, quel qu'il soit numérique directement ou indirectement. Et puis ensuite, sur le côté intégrité, on va regarder aussi, alors effectivement, la manière dont ils vont pouvoir, sur les données, finalement avoir un effet et
altérer la qualité des données, mais aussi la manière dont ils peuvent altérer le système d'information. Parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'attaques qui partent du tiers et qui remontent sur le SI de ses clients. Donc voilà, derrière ce I, il y a bien les deux dimensions. Et puis après, on a évidemment le C de la confidentialité, qui est le critère qui parle le plus immédiatement aux achats, avec évidemment les données à caractère personnel. Le RGPD n'a échappé à personne, mais aussi les données sensibles liées au métier de l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de passer au crible finalement la liste des fournisseurs sous cet angle-là. Par contre, c'est une affaire, Jean-Yves citait 50 000 fournisseurs, on a des clients qui ont 100 000 fournisseurs, enfin c'est démoniaque quelque part. Donc il faut aussi arriver à, au début je pense, aller dans une logique du top 10, du top 20, puis après du top 50, en échangeant justement avec les métiers, en échangeant un peu à l'instinct, parce que finalement, dans les équipes sécurité, on connaît son entreprise, on connaît son organisation et on sait où ça peut faire mal. Donc oui, on va en oublier, mais au moins ça permet d'attaquer et de ne pas avoir un effet tunnel où on essaye de catégoriser 50 000 lignes d'un fichier Excel où plus d'une personne a envie de se pendre avant d'arriver au bout, et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Estelle ? Oui, alors chez Cybervadis, nous, on a retenu 4 critères qui correspondent à ce que Jérôme vient de citer. Le premier critère, c'est est-ce que vous confiez des données personnelles à ce tiers ? Le deuxième, c'est est-ce que vous confiez des données stratégiques sensibles à ce tiers ? Le troisième, est-ce que vous avez des connexions IT avec lui ? Et le quatrième, est-ce que c'est un fournisseur critique pour votre activité, quelle que soit son activité ? Et en fait, donc ces critères ont été retenus de façon à ce qu'ils soient facilement utilisables par toute personne de l'entreprise, tous les end-users, puisqu'à terme, idéalement, il faudrait que toute personne dans l'entreprise qui peut engager avec un tiers se pose ces 4 questions. Et si une des 4 cases est cochée, il le pousse dans l'évaluation, dans le process d'évaluation de son entreprise. Ce qu'on voit aussi, ce sera mon deuxième point, c'est que finalement, parmi nos clients, il y a ceux chez qui le programme qu'on met en place fonctionne parce qu'ils arrivent à fonctionner avec les métiers, les achats, etc. Et puis, il y a les autres. Et en fait, la première difficulté, et je dirais presque l'unique sur le déploiement de notre programme, c'est cette capacité d'identifier les fournisseurs et de les sélectionner et de récupérer les données, d'impliquer les métiers, d'impliquer les achats. On voit d'ailleurs des nouveaux métiers émerger. Chez Sanofi, vous avez créé un poste transverse et ça fonctionne bien. On a d'autres clients qui vont être accompagnés d'un consultant et ça fonctionne bien aussi pour les aider justement à déployer cette initiative dans leur groupe. Très bien, merci beaucoup. On va peut-être aborder le deuxième point qui concerne la méthodologie. Quelle méthodologie utiliser? Et quand je dis quelle, je me demande si je mets un S ou pas. Quelle est votre approche? Vous avez plusieurs méthodologies en fonction des fournisseurs ou une seule, unique pour l'ensemble? Alors, nous avons plusieurs méthodologies. D'abord, en fonction des fournisseurs, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on n'évalue pas de la même façon un fournisseur de SaaS, d'un fournisseur de produits logiciels qui va tourner uniquement chez nous, d'un fournisseur de prestations intellectuelles qui a encore d'autres problématiques. Seconde raison pour laquelle on évalue de différentes façons, c'est que on a plusieurs filiales dans le monde et qui sont encore très cloisonnées avec chacune leur méthodologie. Néanmoins, on peut sortir quand même des grands points communs. Tout à l'heure, je parlais de plan d'assurance sécurité. C'est effectivement le nom que nous, on donne au questionnaire de sécurité, qui est, ça je le répète, c'est important, un questionnaire engageant qui est annexé au contrat. On en a donc plusieurs modèles, ça vous l'avez compris. C'est centralisé au niveau des achats, ça je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé tout à l'heure. Les difficultés que ça pose quand même, c'est voilà, comment on vérifie ça. D'abord, comment on vérifie la véracité de la réponse du fournisseur. Un fournisseur qui nous dit compliant de partout, c'est en général louche parce qu'on a des questionnaires qui sont assez exigeants. Comment on vérifie que c'est vrai, comment on juge une non-conformité. On a certaines filiales qui commencent à utiliser des entreprises de cyber rating. Je pense à des security scorecards ou des BitSight qui viennent en complément, puisqu'on sait que ces solutions ont une certaine valeur, mais sont tout à fait partielles. Donc ça ne peut pas être un complément. Et puis donc bien sûr, si je suis à cette table ronde, c'est aussi parce qu'on vient de démarrer au premier trimestre de cette année un contrat avec Cybervadis. Pour l'instant sur le périmètre France, ça commence assez bien. Hein. On a envoyé pas mal de questionnaires à des fournisseurs, les retours sont plutôt positifs. Et ça résout quand même pas mal de problématiques, notamment la vérification de la preuve
qui est faite par les équipes de Cybervatis et qui lève pas mal des problématiques que j'ai citées auparavant. Donc voilà, pour l'instant, chez Carrefour, assez hétérogène, un mix entre une approche que je qualifierais de traditionnelle avec ses défauts, le questionnaire qu'on appelle pas, qu'on appelle annexe sécurité contractuelle, on l'appelle comme on veut, qu'on est en train de moderniser avec une plateforme Cybervatis. Est-ce que pour vous, c'est le même cas? Et puis, une question que je me pose, c'est quels sont les critères pour avoir un système d'évaluation qui puisse être fiable dans des cas qui sont très, très divers? Oui, globalement, ce qui est partagé par Carrefour, par Laurent, c'est la même chose. Chez nous, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Pour répondre à ta question, je vais déjà dire que ce qui est magique, c'est de pouvoir ne pas avoir évalué le fournisseur parce qu'il a déjà été évalué par quelqu'un d'autre et le résultat de l'évaluation est disponible. Parce que si on regarde ce qui nous sommes ici, on est 50, et il y a bien des dizaines de fournisseurs qu'on partage. Pourquoi on irait tous les évaluer et faire notre petit effort égoïstement, alors que si vous les évaluez, moi ça me convient. Je ne vais pas dire quelle que soit la méthode avec laquelle vous les évaluez, parce que c'est ta question. Il y a une méthode qui doit s'appuyer normalement sur les standards normatifs de la cyber, et je pense que si on s'arrête à ça, c'est déjà pas mal dans un très grand nombre de cas. Très grand nombre de cas. Ce qui m'intéresse, c'est aller chercher le travail que vous avez fait et de vous pouvoir, en échange, vous donner ce que nous faisons. Voilà. Deuxième volet, sur lequel pour l'instant on ne fait que débuter ensemble, il y a des fournisseurs qui ont une mission très technique chez nous, qui dépassent la simple fournisseurs qui sont quasiment co-participants au processus de production. Je vais prendre un fournisseur de lignes de production pharma, qui peut être des lignes de production dans la chimie ou autre, hein, c'est toujours la même chose, on s'en fout, ce sont des grandes cocottes minutes, et puis à la fin, des machines qui mettent en gélule ou en cachet. Ces fournisseurs-là, la simple approche, je veux dire, méthodologique cyber suffit pas, et il faut qu'on adresse la façon dont ils construisent leurs outils, leurs produits. Et vous vous rendrez compte que toutes ces grandes sociétés que je ne vais pas nommer sont vachement bonnes en cyber pour eux-mêmes, pour protéger leur entreprise. Mais quand il s'agit de protéger les outils qu'ils mettent chez nous, alors là, vous allez pleurer. Parce qu'ils ouvrent les portes, ils ne sont pas du tout à la hauteur. Et c'est le deuxième enjeu qu'il va falloir intégrer. Nos entreprises sont ouvertes aux partenaires. Elles co-construisent avec des partenaires. Quand vous faites rentrer de la technologie chez vous, que ce soit de la technologie IT ou industrielle ou OT ou tout ce que vous voulez, faites super gaffe à la maturité de votre fournisseur sur la façon dont il a construit sa techno. Et vous vous rendrez compte en général qu'il y a un énorme gouffre entre ce qu'il fait pour lui-même en tant qu'entreprise et ce qu'il fait pour vous à travers ses produits. Merci beaucoup. Jérôme, peut-être peut-on avoir ton avis? Oui, alors, juste une remarque sur ce que disait Jean-Yves, c'est extrêmement important, mais heureusement, on voit que sur les fournisseurs et les partenaires, on commence à avoir un début de changement. Moi, j'ai vu chez certains partenaires comme ça, où ils vont certifier leurs employés avant qu'ils puissent aller intervenir chez les clients. C'est un début de mouvement, mais ça, je pense qu'il faut vraiment l'encourager collectivement, parce que c'est en faisant ce changement-là qu'on fera aussi un changement à l'échelle. Là, mon avis, c'est que là, cette fois-ci, je vais mettre la casquette du RSSI de Wavestone, Timoléon Tillement, que certains d'entre vous connaissent, qui, le pauvre Timoléon, subit des évaluations en cybersécurité à foison. Il en subit plusieurs par semaine parce que on a plus de 500 clients. Ce qui se passe, c'est que nos clients ont eux-mêmes des entités qui parfois sont dans des métiers légèrement différents et donc ils reprennent le questionnaire groupe, mais ajoutent quelques questions et évidemment ne se suffisent pas des résultats qu'on a envoyés 3 mois avant. Et donc, ça occupait jusqu'à une personne à temps plein dans nos équipes pour ne faire que cette interaction avec nos clients, juste pour remplir des fichiers Excel. Donc, vous voyez, la valeur ajoutée sur nos niveaux de sécurité, c'est 0, voire c'est même une valeur inférieure parce qu'elle nous fait perdre du temps de ressources qui sont extrêmement rares. Et on a, comme nous tous dans la salle, des problèmes de staffing, à la fois aussi sur nos équipes internes. Donc, nous, ces démarches de plateforme d'évaluation mutualisée, c'est du pain béni. Et on le voit vraiment aussi comme une manière donc déjà d'optimiser nos équipes, mais aussi de pouvoir progresser et de pouvoir voir où on en est de manière régulière et finalement d'arriver à avoir un effet de levier aussi sur la manière dont on peut gérer notre niveau de sécurité et l'interaction avec tous nos clients. Tout à fait. Merci Estelle. On a une bonne expérience chez Cybervadis du travail que
que fournissent les fournisseurs. Je crois qu'on a fait une étude là-dessus sur la charge de travail que ça représentait et le coût pour eux. Oui, en fait, on a un retour des fournisseurs qui nous disent que ces questionnaires de cybersécurité représentent en moyenne un coût de 1 000 € pour chacun des questionnaires qu'ils reçoivent et auxquels ils répondent. Et souvent, ils n'ont même pas de retour sur ces questionnaires. Donc, ça n'a vraiment aucune valeur ajoutée pour eux. Tous les questionnaires posent à peu près les mêmes questions dans un ordre parfois un peu différent. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de perte de temps et d'argent pour les fournisseurs et les prestataires. Moi, sur la méthodologie, je voudrais revenir juste sur la partie CyberVadis. Nous, notre méthodologie, on a voulu absolument qu'elle soit basée sur la revue de preuves. Aujourd'hui, nos analystes ont validé depuis le début de notre activité 55% des contrôles de sécurité déclarés par les entreprises. Et donc, avant et après évaluation, on ne sait pas du tout si on va garder le même score sur 1000, si on va passer de 800 à 500, de 800 à 800. Il n'y a pas de corrélation claire entre des profils et des niveaux de preuves fournis. Donc, pour nous, c'est très important de faire cette revue de preuves. Et évidemment, elle peut être faite que si on mutualise, sinon c'est absolument ingérable sur des grands volumes. Oui, et la question qui vient après, c'est les fournisseurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les fournisseurs? Comment réagissent-ils à ces approches? Natina, peut-être, ou Laurent? Comment les fournisseurs réagissent Oui, pour nous, en fait, chez Arkema, tout d'abord, on partage les charges de CyberVadis entre eux. Et eux n'aiment pas ça, en fait. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est un problème. Mais nous, on a acheté de tokens d'un petit incrément pour aider assister ces problèmes-là. Parce que pour nous, c'est pas vraiment le but. C'est minuscule, ça. Mais si on doit payer, on va payer. Mais tout d'abord, le fournisseur n'est pas toujours d'accord pour payer pour ça. Deuxièmement, aussi, parfois, il y a des choses qui est déjà fait, par exemple, CyberGRX ou notre évaluation. Ce n'était pas CyberVadis, c'est notre évaluation. Et on regardait parfois, mais pas vraiment, parce qu'on ne peut pas regarder les détails à la preuve de la chose. Donc, ça, peut-être on a le conflit parfois avec notre fournisseur qui voulait être un partenaire de nous, mais nous, on est un peu bloqué pour avancer avec le processus d'évaluation. Maintenant, c'est vraiment rare qu'on accepte quelqu'un dehors le processus de CyberVadis. Donc, avant, on fait les questionnaires de 64 quelque chose questions et c'est trop manuel et ça prend beaucoup de temps pour l'évaluation et je trouve que c'est juste superficiel. Donc, CyberVadis, il est organisé, il y en a l'algorithme, il y a les questions avec le point et aussi le preuve, mais c'est plus automé aussi. Nous, on commençait pour mettre le scoring avec procurement dans un projet, ça s'appelle Jagger. Et donc, comme ça, procurement peut regarder tout de suite notre fournisseur, les gens qu'on a un renouvellement d'un fournisseur. Peut-être on va demander eux pour refaire une évaluation ou peut-être pas. Mais on fait certain, on met ces clauses dedans. Il y a l'expense, les dépenses, la responsabilité de les fournisseurs pour répondre bien à la question et aussi c'est la dépense de eux pour faire une autre évaluation ou pendant l'interim s'il y a un cyber challenge qui est élevé pendant le temps, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais s'il arrive un moment, nous on a le droit pour demander notre fournisseur pour faire une autre évaluation ou on peut faire à la droit d'audit aussi si on voulait. Mais en général, le process, après il est engagé dans le process, il trouve que c'est très bien, il aime bien, c'est le assessment de eux, et peut utiliser pour les autres choses si vous voulez. Et c'est vraiment clair pour eux sur certains measurements de maturité pour le fournisseur. Donc, après ce point-là, je trouve que c'est vraiment, ça passe bien. Merci. Oui, j'ai une petite réaction sur le paiement des fournisseurs, parce qu'il peut y avoir pas mal de fournisseurs et prestataires dans la salle, donc c'est pas forcément clair pour tout le monde. Le business model de CyberVadis, c'est qu'en fait, nous, on engage les fournisseurs qui s'abonnent. Le coût pour un fournisseur est de 500 à 1 500 € par an pour être évalué avec revue des preuves par des analystes cybersécurité, avoir les résultats de leur évaluation, leur benchmark et leur plan de remédiation, qui est utilisé pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'ont aucune équipe cybersécurité en interne. Voilà. Et donc, quand on parlait du coût
tout à l'heure en moyenne de 1 000 € pour un questionnaire. Nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que là, c'est 1 000 €, mais 1 000 € pour ensuite de la plateforme pouvoir partager ces résultats avec tous leurs clients. Je précise donc que, évidemment, si un deuxième client vient les évaluer, ils n'auront pas à repayer. Voilà, c'est tout l'objet de notre travail. Oui, il fallait préciser. Laurent, quelque chose à ajouter? Non, comme je disais, nous, on est relativement jeunes sur les solutions. Pour l'instant, les retours sont positifs. On n'a pas eu trop de blocage des fournisseurs. On a déjà des premiers retours. On n'a pas encore trouvé le noyau dur des fournisseurs qui refusera de répondre avec CyberVadis. Je précise que dans cette première année, c'est Carrefour qui prend l'ensemble des évaluations à sa charge. Ça simplifie un petit peu le démarrage. D'accord. Alors pour conclure sur une note positive, ça fait 5 ans qu'on travaille avec vous, je crois, peut-être plus, mais j'ai pas la mémoire. Ça a été dur au départ parce qu'on était probablement précurseurs sur la démarche d'évaluation des fournisseurs. Les fournisseurs ne comprenaient pas. Je vais partager une donnée avec vous qui montre la transformation du regard que porte le fournisseur sur sa cyber. 30% des fournisseurs s'abonnent spontanément, au moins, après une première demande de Sanofi. Et 80% de la seconde évaluation présente des résultats meilleurs. Il y a bien pour le fournisseur à la fois un outil de communication, mais un outil d'appropriation de sa cyber. Le fournisseur peut être tout petit, il n'aura jamais de RSSI, même pas d'équipe cyber. Quand vous avez une équipe informatique de 15 personnes, vous ne mettez pas un mec de la cyber en général. Mais par contre, savoir où on en est, même avec un paysage un peu flou, parce que c'est pas super précis, ça dit pas si les règles de firewall sont bonnes ou si la configuration de l'operating system est la bonne, mais savoir où on en est, c'est déjà ouvrir les yeux. Et quand on conduit les yeux ouverts, en général, ça se passe mieux que quand on conduit avec des lunettes noires. Voilà, c'est ça que ça apporte. Et moi, je pense que c'est positif. Il faut dire à nos petites entreprises françaises, moyennes, ETI, ETL, allez-y, ça vous coûtera infiniment moins cher qu'un audit, que de toute façon Wavestone ne saura pas faire parce qu'il y en a des centaines de milliers à traiter. Mais commencez par ça. Ça vous coûte 1 000 €. Vous voyez un petit peu si vous savez répondre au questionnaire. Si vous ne savez pas répondre, c'est que vous n'êtes pas à niveau. Ça commence comme ça. C'est comme au bac. Si vous n'avez rien mis sur la copie, c'est que vous avez un problème préparatoire. Si la réponse n'est pas la bonne, vous saurez pourquoi, comment. Et comme disait Estelle, on vous donnera des moyens, des indications en tout cas, pour pouvoir travailler. Il y a Voilà, pour 1 000 €, c'est quand même efficace. Merci beaucoup. Et puis, c'est parfait parce que ça m'assure la transition sur mon point suivant. C'est l'après. C'est l'après. Parfait, on a réussi à évaluer fondamentalement le rôle d'une société comme CyberVadis ou le rôle d'un client comme vous l'êtes. C'est pas d'acheter ou de vendre des notes. C'est d'améliorer le système d'information de l'entreprise. Bien entendu, notre rôle, c'est de sécuriser les choses, c'est pas de les noter simplement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'impact de cette mise en place d'une politique de cybersécurité et d'évaluation? Alors, on commence à adresser chez Sanofi la deuxième étape de la maturité. Nos fournisseurs, 1500 fournisseurs sont évalués. Ça peut vous paraître beaucoup, on parle quand même de 50 000 plus X dizaines de milliers qui ne le sont pas. Ce que je ne sais pas faire aujourd'hui, c'est en interne de Sanofi créer de la valeur avec cette évaluation. Parce que la direction des achats ne restitue pas cette information au métier. Lorsque vous êtes en métier IT, n'importe lequel, à un moment, vous avez besoin de chercher un fournisseur. Vous regardez normalement la base de fournisseurs de votre entreprise, ou en tout cas les achats vous disent c'est celui-là qu'il faut prendre ou ceux-là qu'il faut consulter. Moi, ce que je veux faire maintenant, c'est de pouvoir afficher dans cette base un drapeau. Cyber, c'est rouge, orange ou vert. Je dis pas qu'ils sont bons, je dis pas qu'ils ne seront jamais hackés, mais j'ai dit que j'ai en face de moi un partenaire, un fournisseur qui est sérieux sur le sujet et qui travaille. Pareil sur la privacy. Pareil sur d'autres mentions. Et il y a très peu de direction d'achat qui est capable aujourd'hui de restituer cette information. Ils sont capables de vous dire ça, c'est le portefeuille des fournisseurs obligatoire et tu peux rien faire d'autre. Ils sont capables de nous dire c'est trop cher, on va négocier, ça sera moins cher. Ils font très bien ça.
Ce n'est pas ça qu'on leur demande aujourd'hui. On leur demande d'être des stratèges du partnership, de la relation avec nos partenaires, pour nous fournir les meilleurs, qui ne sont pas nécessairement les moins chers, qui ne sont pas nécessairement ceux qu'eux ont choisis, qui ne sont pas nécessairement ceux qui nous promettent la meilleure création de valeur. C'est ceux-là, plus ceux qui vont nous assurer un partenariat et un service pérenne. Et je peux vous dire que quand ils sont cramés en façon cyber, il n'y a plus grand-chose qui bouge chez eux. Et donc nous, on est scotchés sur un processus qui s'est arrêté. Et parfois, on n'a pas le droit d'arrêter nos processus. Mais c'est pareil pour tout le monde. Moi, si je ne vais pas distribuer des médicaments, il y en a quelques-uns chez vous qui vont peut-être couiner, à juste titre, en me disant ça ne va pas le faire. Donc c'est ça qu'on demande aux achats. Prenez de la hauteur, changez de génération, arrêtez d'être des gestionnaires de fournisseurs, soyez une fonction stratégique du partenariat et donnez-nous la visibilité sur les états de maturité, les différents états de maturité des partenaires. On n'y est pas encore. Alors moi, ma réponse à cette question est après. Je pense que c'est vraiment essentiel de ne pas être statique sur l'évaluation fournisseur. L'évaluation fournisseur, quelle que soit la méthodologie, ce n'est pas une note à T0 pour choisir le fournisseur et ensuite on oublie la cybersécurité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut prendre deux cas. On peut prendre le fournisseur qui est bon, voilà, qui a une bonne note au moment de signer le contrat. Rien ne nous dit qu'il va maintenir les moyens dans la durée. Rien ne nous dit que face à l'évolution de la menace, il va suivre. A contrario, sur un fournisseur qui serait moyen, mais avec lequel on aurait vraiment envie de travailler, il faut créer, tu vas parler de partenariat, Jean-Yves, moi je m'associe tout à fait à cette idée, il faut créer un partenariat entre le client et le fournisseur pour ensemble faire de la cybersécurité, monter son niveau, probablement monter aussi le nôtre. Et ça, je pense que ça passe par une revue régulière, d'abord de son évaluation, mais aussi par des comités sécurité avec eux, connaître les RSSI des fournisseurs majeurs, les rencontrer au moins une fois par an, échanger des KPI. Et vraiment, le message que je passe aux différents RSSI de Carrefour, c'est mettez de la dynamique, de la vie dans la relation, dans la cybersécurité de la relation avec les fournisseurs, et ne pas simplement s'arrêter quand le contrat est signé et que la prestation a démarré. Et pour nous, notre fournisseur, on utilisait le tableau de bord, le scoring de CyberVadis. Si le partenaire est avoir un scoring moins de 550, il ne peut pas être un partenaire de nous parce qu'on trouve qu'il n'est peut-être pas mature dans la cybersécurité ou il ne pense pas sérieusement. S'il est entre 550 et 800, on va mettre un plan des actions. On va tirer le plus important recommandation qui CyberVadis et montre sur l'évaluation. Et en fait, on a un forme, c'est le Risk Acceptance Form. Et nous, on signait moi-même le CISO avec internellement la personne qui est responsable de le projet. Et nous, c'est comme un décor avec procurement qui, j'ai flagué un petit drapeau rouge. Attention, on accepte cet partenaire, mais il n'est pas à le même calibre qu'on voulait. On va suivre les actions, on va même montrer dans notre notre reporting, le KPIs, qui commence les actions qui traitées, incomplètes, etc. Si on trouve les personnes ne font rien du tout, le partenaire, on va flaguer et comme ça, quand le business project manager a signé cette risk acceptance, il ne peut pas me dire, mais non, je ne sais pas, c'était ça, nanana, j'ai inclus lui dans cette conversation et les courante, qui le partenaire là, il est un peu faible sur le cyber. Si les personnes, c'est un peu de choses pour nous pour faire parce que nous, on n'est pas les auditeurs. Nous, on est responsables pour la sécurité et vous pouvez arriver trop dedans là et donc un parlement de votre fournisseur et dit non, on fait comme ça, mais faites non, c'est pas mon job ça. Mon job c'est pour protéger notre information, notre données, notre système et donc si le fournisseur il est plus de 800, ça c'est un bon calibre pour travailler avec nous. Mais juste faire attention, faire un CyberVadis evaluation même sur votre entreprise. Et être courante, vous ne pouvez pas demander votre partenaire pour être plus fort de vous. Donc, c'est juste pour vous dire, la première fois, on fait le scoring, on était moins de 800. Pas très loin, mais nous, on a demandé à notre partenaire plus de ça. Mais c'est juste être certain, vous aussi, à la même calibre que vous demandez de votre partenaire. Ouais. D'accord, merci. J'ajouterai 2 points.
qui sont un peu plus peut-être dans le futur, qui sont peut-être pas les toutes premières étapes qui ont été citées là et qui sont les plus urgentes à mettre en œuvre. Il y en a une quand même à court terme, c'est l'arrêt de la prestation, l'arrêt du partenariat, avec un enjeu qui est quand même de s'assurer que les données qui ont pu être échangées à un moment sont bien effacées, que le service s'arrête proprement, que tout a été décommissionné. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une zone d'ombre dans les différents périmètres que j'ai pu voir. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, par exemple, que dans les plateformes, s'ajoute quelque part à la fin aussi une demande d'engagement des fournisseurs au fait que le service a été arrêté proprement, avec une déclaration peut-être sur l'honneur qui pourrait être aussi gérée dans la plateforme. Ça serait quelque chose qui, je pense, amènerait une forme de formalisme qu'on a bien du mal à mettre en œuvre de manière artisanale et qui n'est fait que dans certains cas légers. Et puis le deuxième axe, alors là j'ouvre un futur un peu lointain, mais c'est quand même le problème des fournisseurs de fournisseurs, et en particulier dans le domaine du logiciel. Donc là c'est clair que quand on commence à avoir une plateforme avec énormément de data, ça peut être simple pour un fournisseur lui-même d'indiquer quels sont ses fournisseurs et de maintenir cette base-là. Comme ça permettrait d'avoir l'arbre quelque part des responsabilités. Alors, ça peut être un peu compliqué, parce que pour certains contrats, il y a certains partenaires, pour d'autres pas, mais en tout cas ça pourrait donner une vision assez rapide de la sensibilité de l'ensemble de la chaîne, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Alors, quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Vous allez me dire, est-ce qu'on va jusqu'à s'assurer de la sécurité de ceux qui fabriquent les chaussures des gens qui viennent travailler? Peut-être pas, c'est un RSSI qui m'avait demandé ça un jour dans une analyse de risque. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cet enjeu à avoir la chaîne de valeur, et en particulier dans le domaine logiciel. Et si vous êtes déjà mature sur ces sujets-là, je vous conseille de regarder tout le sujet qu'on appelle le SBOM, qui est le Software Bill of Material, qui sont des travaux aujourd'hui portés surtout aux États-Unis, pour savoir que quand on va avoir un actif numérique, on va être capable d'avoir, comme dans le monde physique, la Bill of Material, donc la liste de tous les composants qui le composent, et de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, quelles sont leurs versions, où est-ce que ça va, etc. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui, dans le futur, doit rester dans un coin en tant que sujet émergent, dans ce sujet de la sécurité des tiers, des fournisseurs et de leur impact numérique. D'accord, merci. C'est parfait. En fait, je n'ai rien à faire. C'était la transition vers la dernière slide et la conclusion. Donc, je propose aux 4 autres intervenants peut-être de conclure l'intervention. Si on peut réussir à squatter 5 minutes, on prendra quelques questions. Mais peut-être une rapide conclusion de la part de tout le monde. Questions? Y a-t-il des questions? Bonjour. En fait, j'ai pas mal de questions. Je les ai regroupées. Alors, la première, en fait, concerne du coup l'outil CyberVadis. Donc, en fait, au moment où vous effectuez du coup l'évaluation, ce que je voudrais savoir, est-ce que en fait, c'est une sorte d'évaluation au niveau des déclaratifs, c'est-à-dire quand le fournisseur va suivre du coup le questionnaire, et en fait, c'est plutôt que du déclaratif, c'est-à-dire de dire oui, je suis totalement en fait conforme par rapport à l'ensemble des questions, ou est-ce qu'il y a plutôt une sorte de vérification, c'est-à-dire un dépôt de preuves qui permet de vérifier tout ce qui va être apporté en termes de totalement conforme dans le questionnaire. Donc ça prouve en fait que oui, c'est fait auprès du fournisseur. Seconde question, quelle est la durée de vie de ces réponses par rapport à l'outil? C'est-à-dire, est-ce qu'on certifie que ces réponses sont valables d'une durée limitée, comme une sorte de certification? C'est-à-dire qu'on arrive en fait à savoir quelle est, on va dire, la périodicité du coup de ces réponses qui sont apportées dans le questionnaire. Et la dernière question, c'est qui est le garant en fait de la maturité de sécurité de ces fournisseurs en cas de cyberattaque? Merci. Merci beaucoup. Oui, alors sur la première question, sur la revue de preuves. Donc en fait, CyberVadis, quand vous êtes évalué sur la plateforme, vous allez obtenir un questionnaire cybersécurité en ligne qui va être adapté à votre profil d'entreprise. Donc un questionnaire, vous n'aurez pas le même si vous êtes un grand groupe et une start-up, ou en fonction de l'activité dans laquelle vous êtes. Vous avez aussi 10 questions de préqualification sur vos pratiques IT qui vont pouvoir ouvrir ou pas des tiroirs complémentaires. Donc, vous allez avoir la liste finalement de tous les contrôles sécurité que vous auriez dû mettre en place étant donné votre profil. Quand vous checkez un contrôle comme mis en place, vous devez fournir les éléments de preuve
donc à la fois de gouvernance et d'implémentation. On vous guide d'ailleurs, il y a du support, etc. en ligne. Et tous les éléments que vous fournissez sont revus par les analystes et les contrôles de sécurité sont notés sur la base de ces éléments de preuve et de la revue de ces preuves. Voilà, ça répond à votre question. Oui. Donc ensuite, sur le deuxième sujet, sur la durée de la validation des évaluations, nous, en fait, ce qu'on remet finalement, c'est une sorte de bilan ISMS, si vous voulez, à une date donnée qui est stipulée dans la plateforme. Donc après, la société qui est évaluée et abonnée à Cybervadis, dans son abonnement, a le droit à une réévaluation par an. Donc chaque année, elle peut être réévaluée, c'est compris dans son abonnement et c'est ce qu'on préconise. Et donc le client voit évidemment la date de la dernière évaluation et l'historique. Donc de toute façon, si vous partagez votre évaluation avec plusieurs clients pour pouvoir mutualiser et tirer bénéfice de ce que vous avez fait, vous avez intérêt à utiliser cette réévaluation chaque année. Et ensuite, sur la troisième question qui était sur... Je sais plus. Estelle, je voulais juste ajouter quelque chose sur ça, Estelle, juste vite fait. Juste pour vous dire aussi, il y a toujours, c'est toujours pressé ça aussi, parce que procurement, normalement, pour faire certain vous avoir le process à la derrière, pour faire certain, il doit faire un cyber security assessment avant pour signer le contrat. Mais ce n'est pas vraiment Cybervadis qui est le backup vraiment, parce que je trouve eux, ils sont vraiment vite. En fait, c'est toujours à côté de nous, c'est la communication dedans, quelqu'un va signer demain. Et procurement, il est déjà commencé, et donc et la cyber doit le loop là. Donc c'est juste pour vous dire, je trouve, en général, Cybervadis, il évalue les choses vraiment, vraiment vite. Et après, c'est une manière combien de temps le fournisseur prend pour remplir le questionnaire aussi. S'il est vite fait, je trouve l'évaluation, même si c'est plusieurs langues, on avait juste en langue la semaine dernière, en japonais, mais je trouve même il est vite. Ouais, pour ça. Oui, excusez-moi, sur le monitoring, si on peut dire, sachez également que votre plan d'amélioration, il est visible par vos clients, et y compris si vous faites des avancées pendant l'année. Donc, entre deux évaluations, si vous commencez à travailler sur une action, vous pouvez l'indiquer sur la plateforme. Et quand vous avez terminé de travailler, et si vous voulez dire, voilà, ça, je l'ai mis en place, et même fournir des documents additionnels, vous pouvez le faire également. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir, en fait, quel est, on va dire, l'impact estimé de vos améliorations, des améliorations que vous avez déjà mises en place. Donc ensuite, sur la garantie en cas de cyberattaque, nous, évidemment, on ne garantit absolument pas que les fournisseurs bien notés ne vont pas être attaqués, puisque, comme on le sait, tout le monde peut être attaqué, quel que soit son niveau de maturité. Donc, nous, on n'intervient pas du tout sur des clauses de garantie en cas de cyberattaque. Merci. Oui. Bonjour. J'avais une question par rapport à l'audit. Dans la démarche Trust but Verify, vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est prévu d'avoir des audits sur site par rapport aux preuves qui sont fournies, ou sinon, est-ce que les clients de Clovadis peuvent faire eux-mêmes des audits sur site des fournisseurs pour vérifier que les preuves fournies sont bien réelles? Alors, nous, on ne fait pas d'audit sur site, on est uniquement en remote. Donc après, nos clients vont décider, par exemple, sur des fournisseurs IT stratégiques, ils vont vouloir faire des audits sur site et aussi aller faire des audits, pas seulement ISMS, mais aussi des audits techniques. Et d'ailleurs, il faut qu'ils le fassent. Enfin, nous, c'est absolument normal. Voilà, mais nous, on ne le fera pas. Nous, on fait uniquement un bilan ISMS, on va dire, et on remet les résultats de ce bilan et le plan de recommandation sur des gros volumes de fournisseurs. Après, sur quelques fournisseurs stratégiques, en effet, là, Jérôme, je pense que tu peux compléter. Oui, souvent, ce qu'on voit, c'est une stratégie à plusieurs niveaux, c'est-à-dire les fournisseurs vraiment les plus critiques. Là, l'équipe SSI en centrale va avoir un plan d'audit, voire même l'audit interne, là aussi, d'une certaine manière, dans ces plans de contrôle, où les métiers les ont dans les plans de contrôle. Et après, on a... et c'est là on arrive à la gérer, globalement, historiquement. Par contre, c'est dès qu'on commence à arriver à la catégorie 2, où on a plusieurs milliers de fournisseurs qui sont importants, mais où l'audit sur site ne passe plus à l'échelle. Et c'est là où les plateformes jouent vraiment un rôle pour déverrouiller la situation. Et puis ensuite, on a encore tous les autres fournisseurs en dessous, où là, à date, souvent, on se suffit de clauses contractuelles qu'on va même pas forcément vérifier ou pas forcément auditer, qui sont plus un filet de sécurité juridique qui vaut ce qu'il vaut, très honnêtement. Mais en tout cas, les plateformes permettent de bien déverrouiller un peu ce ventre mou où il y a du risque,
mais où il y a aussi énormément de volume. Oui, et puis on peut d'ailleurs préciser que chez Cybervadis, les fournisseurs IT, c'est à peu près un tiers des entreprises évaluées, mais vous avez 2 tiers d'entreprises qui ne sont pas du tout des fournisseurs IT, donc qui peuvent être des avocats, des consultants, des solutions RH, enfin voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'RH, beaucoup de consultants, beaucoup d'avocats, des personnes à qui on confie des données sensibles, stratégiques, des données personnelles, des agences marketing, voilà, et j'en passe. Donc des logisticiens, beaucoup. Voilà, donc on a beaucoup d'entreprises évaluées qui ne sont pas des fournisseurs IT stratégiques. Une autre question? Oui. Bonjour, donc j'ai une question en fait plus peut-être envers Sanofi et en matière de retour d'expérience. À quel moment en fait au niveau de votre process dans l'entreprise vous lancez en fait cette maturité? Parce qu'il y a différentes possibilités. Soit vous décidez en fait de sécuriser votre supply chain et de lancer en fait des vagues d'évaluation de suppliers. Soit vous pouvez aussi les évaluer lors des phases en fait de call for tender, de RFP, etc. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Et deuxième, juste une petite remarque par rapport à ce que monsieur, je suis désolée, je ne vois pas les noms d'ici, là. Voilà, monsieur tout à gauche, voilà, de Waystone, merci. Il dit sur la cartographie, en fait, des tiers 2, tiers 3, etc. Il ne faut juste pas oublier qu'avec le RGPD, il y a quand même une obligation de lister d'un point de vue contractuel déjà toute la partie sous-traitance, en fait. Donc ça, c'est déjà aussi un premier aspect qu'il faut prendre en compte et qui est aussi un aspect réglementaire en fait et obligatoire. Voilà, merci. Vous posez une question très pertinente. Pouvoir évaluer ses fournisseurs nécessite au préalable de savoir qui sont les fournisseurs et intervenir, si possible, avant la signature. Au préalable de savoir qui sont les fournisseurs et intervenir, si possible, avant la signature, plutôt qu'à la fin du contrat. C'est une certitude. Et c'est pas facile. Et c'est pas simple du tout. Donc, chez Sanofi, toujours pareil, pour être dans la réalité, on a les projets informatiques qui passent par les fourches codines de la cyber de toute façon. Parce que si jamais ils ne passent pas par chez nous, ça se finit toujours très très mal pour les salariés en interne parce que c'est inacceptable. Donc, on est en pharma, donc on est très régulé. Il y a une évaluation du risque fournisseur. Mais ça, c'est qu'un tout petit nombre de fournisseurs. On a dit qu'on n'avait pas beaucoup de fournisseurs informatiques. Mais par contre, on peut aussi couvrir des fournisseurs non informatiques parce qu'on est dans des projets industriels. Il y a la direction juridique avec laquelle on est un partenaire très, très étroit puisque on a produit une annexe cyber au contrat et dès qu'il y a une question, elle nous revient et on travaille avec les juristes. Donc ça, c'est une autre source d'information. Ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui encore, pour être très honnête, c'est d'avoir la direction des achats qui nous dirait on va rentrer un fournisseur, est-ce qu'on peut l'évaluer après avoir demandé au business si le fournisseur était business critical, donc sensible pour le business ou pas. Si le fournisseur n'est pas sensible pour le business, à un moment, il faut savoir s'arrêter. On ne va pas tout faire. Déjà, on a du mal à faire ce qui est pertinent, qu'on ne se mette pas à faire des choses inutiles. Donc, cette partie-là du process, mademoiselle, on ne l'a pas du tout. Et c'est ce sur quoi on travaille. Alors, comment on a fait? Et comme on a des bonnes relations avec les achats, mais bon, vous avez entendu, c'est pas top. Donc, on a été chercher une acheteuse, on l'a débauchée, on l'a ramenée dans les équipes cyber en lui disant ma cocotte, tu vas venir bosser avec nous et tu vas voir comment ça se passe de l'autre côté et tu vas nous aider à mieux nous articuler avec les achats. On en est là. Ça se passe très bien. C'est une bonne idée d'ailleurs. Faire de la cyber avec un acheteur, c'est la certitude qu'ils comprennent les fournisseurs un peu mieux que nous. Et on n'a pas de difficulté à la mettre à niveau ou le mettre à niveau en cyber parce que ce sont des concepts qui restent assez simples à ce niveau-là. On ne leur demande pas de faire des tests de pénétration et autres. Donc là, c'est peut-être une possibilité. Si vous avez des postes ouverts, n'oubliez pas qu'en faisant rentrer quelqu'un qui est un spécialiste de la relation fournisseur, vous pouvez vous doter d'une capacité d'influence au sein de votre entreprise qui est plus forte. D'accord. Merci. Je pense qu'on est au bout. Oui, surtout que Jérôme intervient en plénière dans 3 minutes. D'accord, très bien. Jérôme, merci. Non, en fait, on devrait avoir fini depuis 10 minutes. Natina, Laurent, Jean-Yves, Estelle, merci beaucoup. On doit s'arrêter là. Merci à vous.
Comme vous le voyez, on est présent sur le stand A8. On sera ravis de poursuivre la conversation. Merci.